All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Juge président. Bien, tout tend à faire croire que c'est M. Garcia qui va prendre la parole ensuite. M. Garcia, oui, absolument, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames la juge. Simplement informer la Chambre que nous n'allons pas poursuivre avec la responsabilité pénale individuelle de M. Nguessona. On va reprendre ma présentation. Monsieur Van Der Puy va sans doute aborder la question en conclusion. Merci beaucoup. Oui, poursuivez. Et simplement vous dire que Maître Nyang n'est pas avec nous cet après-midi, mais que le reste de l'équipe de l'accusation est inchangé. Ah, non, on a Leila, une personne supplémentaire qui est avec nous cet après-midi au dernier rang. Monsieur le Président, Madame la juge, Messieurs les juges, j'ai l'intention de vous parler brièvement des éléments de preuve que l'accusation estime sont importants en ce qui concerne la responsabilité individuelle criminelle de M. Yekatom. Je n'ai pas l'intention, évidemment, et le temps ne le permet pas, de revenir sur tous les éléments. Je vais principalement aborder les points les plus saillants et en ce qui concerne ce qui reste, les autres éléments de preuve, on s'en remet aux conclusions écrites qui ont déjà été fournies à la Chambre. Alors, essentiellement, Monsieur le Président, ce que la preuve révèle, lorsqu'on regarde l'ensemble de la preuve, c'est que c'est en suivant les ordres criminels de M. Yekatom que ces éléments ont commis les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui lui sont reprochés dans les chefs d'accusation. Alors, vous avez essentiellement eu devant vous énormément de preuves. Mon collègue Maître Van Der Puy vous en a fait évidemment un tableau assez large. En ce qui concerne M. Yekatom, on constate de par la preuve qu'il a agi par l'intermédiaire de son groupe anti-Balaka, qui se trouvait être une organisation hiérarchique de type militaire, ce qu'on appelle un appareil de pouvoir organisé hiérarchique, sur laquelle, et la preuve le démontre, Monsieur le Président, il avait une autorité, un contrôle, un pouvoir incontesté. Plusieurs témoins en ont parlé. Et ces crimes ont été commis, Monsieur le Président, dans la mise en œuvre d'un plan commun qui était en soi de nature criminelle, qui visait à cibler de façon violente les personnes de confession musulmane qui se trouvaient dans sa région de contrôle. En fait, Monsieur le Président, Messieurs les juges, Madame la juge, lorsqu'on regarde la preuve, ce qui devient évident, non seulement, mis à part évidemment, c'est cette hostilité anti-musulmane virulente avec laquelle étaient imprégnés les membres de son groupe anti-Balaka, c'est le fait que M. Yekatom a su utiliser et exploiter cette hostilité envers les personnes de confession musulmane pour justement mettre en œuvre son plan commun et des actes criminels qui ont été commis selon ce plan commun. Alors, lorsqu'on regarde l'ensemble de la preuve, le plan commun, alors M. Yekatom, évidemment, en ayant une position d'autorité la plus importante au sein de son groupe anti-Balaka, et afin d'assurer l'exécution de ses ordres pour mettre en œuvre son plan criminel avec les membres de son groupe,
de violemment cibler la population civile de confession musulmane du sud-ouest de la République centrafricaine, incluant celles se trouvant dans sa zone de contrôle, Bangui, et sur la route PK9-Mbaïki. C'est le plan commun dont on parle depuis un certain temps. Quelle a été la contribution de M. Yekatom? Alors, la contribution de M. Yekatom, telle qu'elle ressort de la preuve, est la suivante. Dans un premier temps, c'est M. Yekatom lui-même qui a créé son groupe Anti-Balaka. La preuve le dit, il y a Maître Van der Pouilly qui a passé un enregistrement vidéo ce matin. Il y a d'autres enregistrements vidéo, évidemment, en preuve, dans lesquels M. Yekatom parle du fait que c'est lui-même qui a eu cette idée de créer son groupe Anti-Balaka, alors qu'il se trouvait à Zongo. Il a structuré et il a organisé ce groupe Anti-Balaka dans la bourse et selon une hiérarchie de type militaire, car rappelons-le, M. Yekatom lui-même, étant un soldat de carrière, avait déjà de l'expérience dans la matière. Et ce qu'il a fait, Monsieur le Président, c'est qu'il s'est positionné en tant que chef de son groupe Anti-Balaka, un chef qui était incontesté. Et qu'est-ce qu'il a utilisé justement pour faire en sorte que son autorité ne soit pas contestée? C'est la violence. La violence non seulement à l'égard de ses ennemis, mais la violence à l'égard de ses propres éléments. Alors, ça va justement d'agression à tirer des coups de feu, à tuer des personnes. Rien, Monsieur le Président, absolument rien, et c'est quand même assez important à saisir ce principe, et ce qui ressort de la preuve, il n'y a rien qui se faisait au sein de son groupe sans l'autorisation de M. Yekatom. Alors, on a parlé, et évidemment, ça c'est important par rapport à tous les chefs d'accusation, mais c'est très important par rapport à l'incident d'Yamara, et ma collègue va vous en parler possiblement cet après-midi, sinon demain matin. Rien ne se faisait sans autorisation, et ce, évidemment, du fait qu'il avait une autorité qui était incontestée. La preuve également vous démontre, concernant cette autorité incontestée, que M. Yekatom pouvait, et c'était le seul à décider de la vie d'autrui. Vous avez un témoin à charge de l'accusation, c'est au transcrit 155, la version française, page 38, ligne 27, à la page 39, ligne 5, qui dit « Si M. Yekatom disait que vous étiez libéré, je paraphrase, vous alliez être libéré. Mais si M. Yekatom disait qu'il fallait vous tuer, alors vous allez être tué. » Alors ça en dit long quand même de ce pouvoir incontesté et de cette autorité de M. Yekatom au sein de son groupe Anti-Balaka. Et c'est cette autorité que M. Yekatom a utilisée pour justement commander, ordonner à ces éléments de commettre les crimes pour lesquels il se trouve ici présent devant la Chambre. La preuve également, Monsieur le Président, Madame la juge, Messieurs les juges, démontre que M. Yekatom, alors qu'il est en train de créer, d'organiser, de structurer son groupe de type militaire, il a regroupé au sein de son groupe des personnes, des hommes, des femmes. Par la suite, il y a eu également du recrutement d'enfants, qui avaient ceci en commun. Et c'est quand même assez important. Et on le voit clairement dans les vidéos contemporaines qui ont été prises au mois de décembre, au mois de janvier. On le voit clairement, ils parlent d'eux-mêmes, ces enregistrements vidéo. Ces personnes-là qu'il a regroupées avaient une soif de vengeance. Soif de vengeance envers les Séléka, qui étaient jumelés également, Monsieur le Président, avec une hostilité violente, virulente même, envers les personnes de confession musulmane.
Et cette hostilité virulente, d'après ce qu'on voit même dans les enregistrements vidéo, elle existait parce qu'ils estimaient que les personnes de confession musulmane étaient des supporters des Séléka qui leur avaient causé tellement de tort, voire même des complices. Alors c'est essentiellement le genre de personnes qui faisaient partie des éléments de M. Ekatom, c'est des gens qui étaient déjà imprégnés avec cet état d'esprit contre les personnes de confession musulmane. Et je peux vous dire déjà, Monsieur le Président, parce que je vais en parler, ce n'est pas quelque chose qu'il cachait. Lorsqu'on regarde les enregistrements vidéo, on en a parlé beaucoup évidemment dans nos déclarations écrites, c'est ce qui ressort. Il n'y a personne qui se cache lorsqu'ils font des déclarations d'avoir égorgé des personnes de confession musulmane. Bien au contraire, on s'en vante publiquement devant d'autres personnes qui tiennent à la main des machettes et qui font eux aussi des menaces, qui menacent des musulmanes, qui menacent de leur faire toutes sortes d'actes, de gestes violents. Il n'y a rien qui est caché, tout est public. Pourquoi? Parce que ce n'était pas simplement toléré au sein du groupe de M. Ekatom, mais c'était encouragé. Et lorsque vous allez regarder, prendre le temps de regarder ces enregistrements vidéo une fois de plus, vous allez voir que c'est essentiellement ce qui ressort, cette publicité, ce manque de gêne. M. Ekatom a également, Monsieur le Président, mis à part d'avoir créé, structuré, organisé son groupe anti-Balaka, il a également planifié, préparé et mené l'attaque de Bangui avec son groupe anti-Balaka. La Chambre a entendu la preuve à cet égard. Il y a de la preuve qui a été fournie par les témoins à charge important, à huis clos partiel. Je n'ai pas l'intention de revenir sur ça. La Chambre est bien éclairée. Mais ce qu'il en ressort, c'est que M. Ekatom a mené l'attaque de son groupe sur le marché de Boeing, à Boeing. Et le marché de Boeing, disons-le clairement, Monsieur le Président, ce n'était pas une cible légitime militaire. C'était un marché où se trouvaient des commerçants qui avaient passé la nuit à protéger le peu de biens qu'ils avaient. Ils ont tué 7 de ces commerçants. D'autres se sont enfuis. Il y aurait pu y avoir plus de décès. Et ces personnes-là, c'était commerçants, je n'ai pas besoin de le dire non plus, mais je constate que dans les déclarations écrites de la Défense, il a été question évidemment de leur caractère, c'était des commerçants, Monsieur le Président, qui se trouvaient dans leur marché, dans leurs boutiques, à protéger leurs biens, qui n'étaient pas des cibles militaires. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient impliquées dans la perpétration, qui étaient impliquées dans les hostilités. Aucunement. Il y a mon collègue, Maître Pierre Belbenois, qui va revenir sur cette question, étant donné que cette question a été adressée par la Défense dans son mémoire. Alors, vous avez ces gestes-là de la part de ces éléments. Et essentiellement, ces gestes-là ont été commis en obéissant à M. Ekatom et les ordres qu'il a donnés la veille de l'attaque de Bangui. La Chambre a entendu parler, la Chambre a entendu les témoins, un des témoins principaux de l'accusation en parler, et c'est le fait qu'un ordre criminel a été donné par M. Ekatom la veille à ces éléments, en leur disant non seulement, évidemment, de s'attaquer aux Séléka, mais aussi à la population civile musulmane, spécifiquement les hommes. Les civils, Monsieur le juge. Et non pas des cibles militaires légitimes, non pas des personnes qui étaient impliquées dans les hostilités. Aucunement. Et c'est ce qui est arrivé. Ces éléments, évidemment, étant donné son autorité incontestée et son pouvoir sur son groupe, ont obéi ces ordres à la lettre, incluant, Monsieur le Président, la destruction de la mosquée de Boeing.
Je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails parce que c'est de la preuve qui a été donnée à huis clos partiel, mais la Chambre a également entendu de la preuve que des ordres similaires ont été donnés par M. Yekatom alors qu'il entraînait ces éléments en préparation et justement en vue de cette attaque, de s'en prendre à des civils de confession musulmane. Et ce n'est pas tout, Monsieur le Président. Ce genre d'ordre a été répété. Alors vous avez 2 témoins quand même assez importants dans ce dossier qui se corroborent justement sur la volonté de M. Yekatom de vouloir s'en prendre à des civils de confession musulmane. Un appuie l'autre. Vous avez le témoignage du témoin 1839, ou transcrit 171, page 35, lignes 5 à 19, où M. Yekatom a répété, il a dit à ces éléments, alors qu'il se trouvait sur la route d'Mbaïki, de tuer les personnes, les musulmans, qui se trouvaient dans leur zone de contrôle. C'est essentiellement le même genre d'ordre criminel, Monsieur le Président, et ce sont des ordres qui ont été obéis à la lettre. Alors, en somme, lorsqu'on regarde la preuve au dossier, plus précisément la preuve de l'accusation, vous avez une preuve hors de tout raisonnable, Monsieur le Président, Madame la juge, Messieurs les juges, que ce sont ces ordres de nature permanente, parce que vous avez un témoignage à cet égard, que c'était des ordres de nature permanente, qui ont amené les éléments de M. Yekatom, les membres de son groupe anti-Balaka, à tuer des civils, des commerçants musulmans lors de l'attaque du marché de Boeing et celui du quartier de Catin le 5 décembre à Bangui. Ce sont ces mêmes ordres de nature permanente qui ont amené ces éléments à détenir des personnes, des civils encore une fois. 7 personnes, 3 personnes qui étaient de confession musulmane, 3 femmes, les enlever et torturer et de tuer l'une d'entre elles, M. Lapo Ngomat. Et ce sont ces ordres, Monsieur le Président, qui ont amené ces éléments à prendre part dans le meurtre de l'adjoint du maire Djido Saleh à Mbaïki. Monsieur le Président, ce sont ces ordres, la violence, la peur de ces ordres, la peur qu'elle a engendrée dans la population, la peur de la violence de son groupe, causée par leurs gestes, qui a causé également le transfert forcé et la déportation de milliers de personnes, centaines de milliers de personnes, Monsieur le Président, qui se trouvaient tous les endroits où le groupe de M. Yekatom passait. Les gens de Bangui qui se sont retrouvés, ou Boeing qui se sont retrouvés à PK5, d'autres personnes qui se sont trouvées à Mbaïki. Alors, ce sont des personnes qui ont dû quitter leur communauté. Ils ont été déracinés, Monsieur le Président, et certains, on a entendu la preuve, qu'avec les vêtements sur leur dos. Ils ont dû laisser le peu qu'ils avaient déjà quelque part, leur habitation, leur maison, leurs biens, les choses ont été abandonnées à Mbaïki. La Chambre a ses éléments de preuve également. En somme, Monsieur le Président, les ordres de M. Yekatom ont également, et la mise en œuvre du plan commun, ont également mené à la persécution des personnes civiles de confession musulmane. M. Yekatom a également recruté d'enfants, des enfants de moins de 15 ans dans son groupe. Étant donné son autorité, son pouvoir au sein de son groupe, rien ne se passait sans qu'il le sache et sans qu'il l'autorise. Vous avez les éléments de preuve qui vous l'appuient.
En ce qui concerne la mens rea de M. Yekatom, lorsqu'on regarde, Monsieur le Président, ses ordres, la nature criminelle de ses ordres, la nature criminelle de son plan commun, on ne peut qu'arriver hors de tout doute raisonnable ou fait que M. Yekatom a agi de façon volontaire et qu'il voulait justement que les éléments objectifs des crimes qui lui sont reprochés soient commis par ces éléments. À tout le moins, Monsieur le Président, à tout le moins, vous avez suffisamment d'éléments de preuve pour en venir à la conclusion, vu évidemment le contexte, l'hostilité anti-musulmane, une hostilité violente, virulente, c'est la seule façon dont je la peux la catégoriser, que M. Yekatom devait savoir que les crimes qui ont été commis par ces éléments allaient survenir dans le cours normal des événements. En ce qui concerne ce plan commun, j'en reviens pour donner certains détails, des preuves que la Chambre connaît déjà, mais simplement pour mettre l'emphase sur certaines. Alors évidemment, vous avez les ordres criminels de M. Yekatom. J'en ai déjà parlé, je n'ai pas l'intention de retourner dessus, mais c'est une preuve qui est quand même principale lorsqu'on est à considérer, à déterminer si essentiellement il y avait un plan commun criminel. Il a donné l'ordre de tuer des civils de confession musulmane. Et la preuve démontre que le 5 décembre, évidemment, et que par la suite, les ordres de M. Yekatom ont été suivis à la lettre. Alors, les ordres, la commission de crime par ces éléments vous démontre ce plan commun. Et à cet égard, vous avez la preuve du P1339 et P1839. Alors, lorsqu'on regarde les crimes commis, les meurtres commis par les membres du groupe anti-Balaka de M. Yekatom, à Bangui, à Yamwara, à Mbaïki, les actes de torture, les autres gestes criminels qu'ils ont commis, tous ces éléments démontrent l'existence de ce plan commun de cibler de façon violente les personnes de confession musulmane dans sa zone de contrôle. Mais vous en avez plus. Vous avez également les enregistrements vidéo. Mon confrère, Maître Van der Pouy, vous en a parlé, évidemment, et j'en ai fait mention au tout début de ma présentation également. Ce sont des enregistrements vidéo qui parlent d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de trop de présentation, mais ils nous permettent, Monsieur le Président, d'être aux premières loges, de constater cette hostilité violente anti-musulmane avec laquelle étaient imprégnés les membres du groupe de M. Yekatom à l'époque des crimes. Et ceux du bas de la hiérarchie, où se trouvaient les éléments, jusqu'au commandant. Aucune différence n'était faite entre les Sélékas et les civils de confession musulmane. Alors, juste avant de jouer le premier enregistrement vidéo, on va voir dans celui-ci, et c'est CAR OTP 20650436, et pour les fins des interprètes, le transcrit se trouve à CAR OTP 21071539, à la page 1540, ligne 1 à 18. Nous allons voir nul autre qu'un des lieutenants quand même très important de M. Yekatom, le deuxième adjoint de M. Yekatom, qui deviendra par la suite, on le sait tous, son bras droit, Habib Beina, évoqué la possibilité d'un génocide. Attention, on pourrait peut-être jouer la vidéo. Non. Non. Le premier.
Alors voici la vidéo. Les chrétiens souffrent beaucoup, voyez. Voyez comment. Pour trouver à manger, c'est difficile. Hein? Pourquoi ils sont là, ces messieurs? Ils fuient les Séléka. À cause de ces Séléka là. Vous voyez, les Tchadiens, les Soudanais, les Tourabouras, les Ndjanjaouites, vous voyez. Hein? Il faut qu'ils repartent chez eux. Hein? C'est la Centrafrique. C'est pas le Tchad. Idriss Déby ne peut pas commander jusqu'ici. Qui là? El Bessi ne peut pas commander jusqu'ici. C'est la Centrafrique. S'il ne veut pas démissionner dans 3 jours, on va faire le génocide en RCA. Je suis bref dans mon décision. Alors, Monsieur le Président, c'est un enregistrement vidéo que la Chambre a déjà vu auparavant, mais qui en dit long. On dit très long sur les intentions meurtrières, non seulement d'une personne qui est quand même assez importante dans le groupe de M. Yekatom, c'est la personne, un de ses lieutenants, et qui va devenir son bras droit, mais elle en dit beaucoup sur les intentions meurtrières du groupe de Yekatom également. J'ai un deuxième enregistrement vidéo à vous montrer, et c'est un enregistrement vidéo dans lequel on voit un autre élément de M. Yekatom, mais cette fois-ci, un des responsables de l'entraînement des recrues à la base de Yamwara, un commandant de section, un responsable de section des éléments de M. Yekatom, et c'est M. Max Maïdana, qui explique dans ce vidéo, cet enregistrement vidéo, c'est ce dont je parlais avant, d'une façon détachée, d'une froideur déconcertante, comment ils entendent utiliser des armes ou une arme précise contre des personnes musulmanes. C'est quoi? C'est quoi cette arme? Là, c'est une arme furigène. Lui, c'est comme l'autre là. Pas furigène. C'est anti-agresseur. La Commander. C'est l'anti-agresseur. Là, c'est initialement pour les musulmans qui sont dans leur. Comment dirais-je? Bon, tout simplement pour lancer, soi-disant, les musulmans qui sont dans leur maison, pour qu'ils puissent sortir et puis étouffer. Et puis dès qu'ils sortent, on les tue. Même les petits enfants aussi, on les tue. Parce qu'on a trop souffert. Et nous, on est des militaires. Alors, Monsieur le Président, l'enregistrement vidéo est quand même assez clair. Il n'y a aucune confusion qui puisse être faite dans son interprétation, à savoir si M. Maïdana parlait plutôt de Séléka ou de personnes de confession musulmane qui étaient armées. Il parle également de tuer des enfants. Et c'est la raison pour laquelle, au tout début de ma présentation, je parlais, depuis un certain temps, je ne cesse de me répéter, de cette violente ou de cette perception anti-musulmane qui ne pourrait être catégorisée que de virulente, de très violente à l'égard des personnes musulmanes. Et c'est ce genre d'élément avec lequel M. Yekatom est parti s'attaquer au marché de Boeing, s'attaquer à des commerçants, des personnes, des civils et des endroits qui n'étaient pas des cibles militaires légitimes, avec les conséquences qu'on connaît tous. Et ce n'est pas tout, Monsieur le Président, mais je sais que la Chambre a déjà regardé les vidéos, mais il y a également des enregistrements vidéo d'autres éléments, nombreux éléments, dont certains qui admettent avoir égorgé des musulmans et de renchérir, nous nous sommes bien occupés d'eux, en public, sans aucune gêne, sans essayer de cacher quoi que ce soit, avec d'autres éléments qui manifestent leur violence,
qui expriment des menaces à l'égard des personnes de confession musulmane. C'est ça le groupe anti-Balaka de M. Yekatom. Les vidéos, celui dont je fais référence, où on parle d'égorger des musulmanes, c'est la vidéo CAR 0TP 20653172. Et en ce qui concerne cet état d'esprit, Monsieur le Président, des éléments de M. Yekatom, vous avez eu le témoignage essentiellement des témoins, certains des témoins les plus importants de l'accusation à cet égard. Et ça démontre non seulement leur crédibilité sur ce point en précis, mais également sur leur fiabilité, la fiabilité de leurs preuves au sens large. Vous avez le témoin, un des témoins à charge de l'accusation, et c'est au transcrit 152, la version corrigée, page 16, ligne 2 à 5, qui parle justement de cet état d'esprit des personnes qui se joignaient au groupe de M. Yekatom alors qu'il était dans la brousse et par la suite. Et ce témoin a affirmé que le groupe, que les personnes qui ont rejoint le groupe étaient animées par un esprit de vengeance et renchéri, même les chefs qui commandaient les troupes étaient animés par le même esprit de vengeance. Et encore dans le même sens, témoin P1839, et je fais référence à ce témoin à cette étape-ci parce que c'est un témoin quand même très important qui a fourni des éléments de preuve fiables à la Chambre. La Chambre a posé des questions précises à ce témoin sur justement l'état d'esprit des personnes qui faisaient partie du groupe anti-Balaka de M. Yekatom. Et je me permets évidemment de faire la citation. Alors, la Chambre a posé la question à savoir comment les chefs au sein du groupe de M. Yekatom parlaient des musulmans. Et puis 1839 a affirmé, et je la cite, que les musulmans étaient l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 1, Monsieur le Président. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les vidéos, les enregistrements vidéo. C'est exactement ce qui explique le pourquoi des meurtres qui ont été commis dans le marché de Boeing. Ça explique la raison pour laquelle on a attaqué même ce marché de Boeing et les commerçants qui s'y trouvent. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique l'incident, à Yamwara. Ça explique le pourquoi des personnes ont été arrêtées, détenues, torturées, tuées. Ça explique le pourquoi des membres, des participants, des membres du groupe de M. Yekatom ont participé à tuer M. Djido Saleh, le deuxième adjoint du maire, qui est resté de façon courageuse dans la ville, alors qu'on lui a dit de partir et qui a payé le prix avec sa vie. Ça explique tout, et ça vous démontre également la fiabilité et la crédibilité de ce témoin 1839. Et lorsque la Chambre lui a posé la question au témoin 1839 et lui a demandé pourquoi est-ce que les chefs pensaient que les musulmans, ou pourquoi est-ce que vous dites que les musulmans étaient l'ennemi numéro 1, la réponse du témoin P1839 nous donne encore plus de lumière. P1839 affirme que c'était dent pour dent, œil pour œil. C'est tout ce qu'ils ont fait subir, tout ce que la Séléka a fait subir, parce que quand le Séléka était entré en République centrafricaine, certains chrétiens ont payé des pots cassés. Donc, dans notre tête aussi, c'était la même chose. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, Monsieur le Président. Le groupe de M. Yekatom s'en est pris à des civils de confession musulmane parce qu'effectivement, c'était dent pour dent, œil pour œil, comme le dit P1839. Et vous avez également, Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de rentrer à huis clos partiel,
mais vous avez un autre extrait de ce même témoin, transcrit 170, version corrigée, page 35, lignes 1 à 9. Je pourrais le faire, ça me prendrait 30 secondes, mais je vous donne la référence, et c'est un témoin, c'est une partie de son témoignage qui est quand même extrêmement importante lorsqu'on regarde ce que la témoin affirme concernant le point de vue ou l'état d'esprit des membres du groupe Yekatom par rapport à les personnes de confession musulmane. Si la Chambre le permet, je pourrais peut-être entrer à huis clos partiel 1 minute, Monsieur le Président, et je reviens, et je ressors. Le Président, bon, très brièvement. Cela ne doit pas devenir une habitude. Greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, en ce qui concerne les contributions, Maître Van der Pouille vous en a déjà parlé, les contributions de Monsieur Yekatom, et j'en ai déjà parlé au fur et à mesure que j'ai abordé les thèmes dans mes déclarations orales. Les contributions de M. Yekatom étaient de façon indépendante ou ensemble essentielles. Il avait le contrôle sur le crime. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il a créé, il a structuré, il a organisé son groupe anti-Balaka, d'après ses propres aveux. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a rassemblés, en sachant pertinemment l'état d'esprit qu'ils avaient, qu'ils affirment de façon publique. Il commandait, Monsieur le Président, par la peur et la violence. J'en ai fait état, nous en avons fait état dans notre mémoire de façon beaucoup plus détaillée. Dans lui-même membre de la FACA, il a mis en place une hiérarchie de type militaire. Il s'est placé à la tête de celle-ci, et ce, malgré le fait, Monsieur le Président, qu'il n'était que caporal-chef au sein de la FACA. Mais ceci n'avait que peu d'importance, Monsieur le Président, parce qu'un témoin à charge nous l'a expliqué, il a bien résumé la situation, il a dit « Monsieur Yekatom, c'était un chef de guerre ». Et je le cite, il disait « Personne ne pouvait prendre sa place ». C'était impossible, ces mots. Et c'est le transcrit 201, page 36, lignes 2 à 19. Alors, qu'on soit général, qu'on soit capitaine, qu'on soit lieutenant, c'est M. Yekatom qui commande. Personne d'autre. Personne ne pouvait désobéir à M. Yekatom, ou personne, devrais-je dire, n'osait désobéir M. Yekatom au sein de son groupe anti-Baraka, parce qu'il risquait la mort. P1786, vous en avez parlé,
carreau d'épée 2058-0200, à la page 0205, paragraphe 28, où il affirme, et c'est quand même assez important, Monsieur le Président, qu'il ne se rappelle pas de qui que ce soit qui aurait désobéi à M. Hécatombe. Et il en rajoute, et ça c'est la partie très importante en ce qui me concerne, qu'il n'aurait jamais survécu si lui-même il avait désobéi à M. Hécatombe. Ça en dit long sur son autorité, ça en dit long sur la violence, ça en dit long sur la peur de violence qu'avaient ces éléments, évidemment. Et ce, à cause des agissements violents de sa part, dont Maître Van der Pouilly nous en a parlé, et qui sont décrits de façon beaucoup plus détaillée dans nos déclarations écrites. Vous avez entendu le témoignage de P. 1839 qui vous a parlé de l'autorité de M. Hécatombe, dans le sens que c'était seulement lui, et que M. Hécatombe qui pouvait non seulement décider de la vie d'autrui, mais de la vie ou de mort d'un captif. Vous transcrit 171, version française, page 27, ligne 10, page 28, ligne 18. En ce qui concerne ses contributions essentielles, M. Hécatombe a également, il s'est assuré de l'entraînement de ces éléments, Monsieur le Président, non seulement à utiliser des armes, mais à respecter la hiérarchie militaire et avec la hiérarchie militaire, son autorité incontestée, la chaîne de commandement. Et c'est avec chaîne de commandement et cette autorité militaire que M. Hécatombe pouvait donner ses ordres criminels et qu'il était assuré que ses gestes, ses ordres étaient obéis à la lettre par ces éléments. Et c'est ce que nous avons constaté, c'est ce qui ressort de la preuve. M. Hécatombe, dans le même sens, Monsieur le Président, il a fait régner la discipline au sein de son groupe en utilisant la violence ou la peur de celle-ci. La preuve démontre qu'il n'hésitait pas à s'en prendre à ces éléments s'ils n'obéissaient pas à ses ordres ou tout simplement s'ils estimaient qu'il n'était pas loyal. Plusieurs éléments de preuve à cet égard. Il y a le témoignage de P. 1647 qui confirme que M. Hécatombe était le responsable de la discipline, des sanctions disciplinaires dans le groupe, et démontre que M. Hécatombe lui-même punissait les commandants en les frappant avec un bâton. Et ce qui est important à retenir, c'est ce qu'un témoin à charge nous a dit, et c'est au transcrit 151, page 44, ligne 3 à 23, c'est que lorsque M. Hécatombe avait imposé une punition contre un élément, celle-ci était sans appel et devait être exécutée. C'est ce qui ressort de son témoignage. Sinon, celui qui refusait de le faire allait lui-même être sujet ou assujetti à une discipline. M. Hécatombe a équipé ses éléments, armes, munitions. Il l'a fait avant l'attaque du 5 décembre et il a continué à le faire par la suite. Et tout dernièrement, Monsieur le Président, évidemment, dans les contributions, vous avez le fait, ce que j'ai déjà mentionné, qui est quand même crucial et très important, c'est que c'est lui, M. Hécatombe, qui, à la tête de son groupe, a planifié, préparé ces éléments et mené ces éléments même dans l'attaque de Bangui, qui les a menés par la suite sur cette route de Pékanoff jusqu'à Mbaïki, qui leur donnait des ordres criminels. C'est M. Hécatombe. Et c'est la raison pour laquelle ces contributions étaient essentielles. Vous avez également la preuve, Monsieur le Président, qu'il y avait des enfants de moins de 15 ans qui étaient dans le groupe de M. Hécatombe. Étant donné son autorité incontestée et le fait qu'ils étaient visibles, c'est des enfants que certains témoins sont venus nous en parler, des témoins à charge, ils ont vu aux barrières, aux arrêts qui étaient gérés par son groupe anti-Balaka, avaient moins de 15 ans. Et d'ailleurs, rien ne se faisait au sein de son groupe sans son autorisation. Alors, essentiellement, Monsieur le Président,
Madame la juge, messieurs les juges, en tant que leader de son groupe anti-Balaka, M. Yekatom avait une responsabilité de prendre des mesures pour prévenir toute violation du droit international humanitaire par ses subordonnés, par ses éléments. Alors la preuve démontre qu'il a fait tout le contraire. Complètement le contraire. Alors je cède maintenant, Monsieur le Président, Madame la juge, Messieurs les juges, la parole à mon collègue, Maître Pierre Belbenois, qui va nous parler de l'incident de Bangui. Merci. Thank you, Mr. Garcia. Le Président, merci, Monsieur Garcia. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, la preuve produite au cours de ce procès établit, au-delà de tout doute raisonnable, que Yekatom et son groupe, composé alors d'environ 1500 éléments, dont quelques FACA, ont participé à l'attaque de Bangui du 5 décembre 2013, menée de manière coordonnée par différents groupes anti-Balaka. En application de la stratégie déterminée par les chefs anti-Balaka impliqués, dont le coordonnateur des opérations anti-Balaka de facto, Maxime Mokom, Yekatom et son groupe ont spécifiquement attaqué les secteurs de Boeing et de Katin, au sud-ouest de Bangui, avec pour objectif de progresser en direction du PK5, le quartier musulman de la capitale. L'attaque de Bangui, menée par les anti-Balaka, visait à prendre le contrôle de la ville et à faire partir Djotodia pour prendre le pouvoir. Mais elle avait aussi pour objet d'attaquer la population civile musulmane dont les membres étaient assimilés par eux au Séléka. Des déclarations vidéo enregistrées de chefs anti-Balaka à l'époque de l'attaque du 5 décembre, dont les références figurent dans nos conclusions finales, expriment sans ambiguïté l'intention de ces derniers d'attaquer et de tuer des musulmans comme tels, dont des déclarations d'Angelo et de Chocolat, qui ont dirigé certains des combattants pendant l'attaque. Peu après le 5 décembre, Sylvestre Yagouzou, un porte-parole des anti-Balaka, ne faisait pas mystère de cette intention criminelle collective, déclarant, je cite, « On va faire le massacre », qu'il démissionne, en parlant de Djotodia, pour sauver la vie des peuples centrafricaines musulmanes. Pour les références de la Chambre, ces déclarations d'Angelo et de Chocolat portent le numéro d'enregistrement CAR OTP 2049-0141, traduction CAR OTP 2074-1958, et celle de Yagouzou porte le numéro d'enregistrement CAR OTP 2065-5468, traduction CAR OTP 2122-2303. Au cours de l'attaque, les anti-Balaka ont effectivement pris pour cible des membres de la population civile musulmane qui ne prenaient pas part aux hostilités. La très grande majorité des civils musulmans des quartiers attaqués par les anti-Balaka n'ont pas eu d'autre alternative que de fuir en masse, précipitamment devant leur violence, pour le PK5 notamment, afin d'y chercher refuge. Les corps de victimes, des hommes, des femmes, certains portant des traces de coups de machette, brûlés, ont été transportés à la mosquée centrale dans le quartier musulman du PK5. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, dans le cadre de la participation de son groupe à l'attaque de Bangui du 5 décembre 2013, en attaquant via Boeing et Katin, Yekatom a dirigé une attaque contre la population civile musulmane de ces secteurs, un crime de guerre visé à l'article 8.2e1 du statut. Et sous sa direction, et en exécution de ses ordres criminels, ces éléments ont tué au moins 8 civils musulmans qui ne prenaient pas directement part aux hostilités. Ils ont attaqué la mosquée de Boeing et forcé les membres de la population musulmane de Boeing et de Katin à fuir en masse pour sauver leur vie, caractérisant le crime contre l'humanité de déportation ou de transfert forcé et le crime de guerre de déplacement forcé. Ces crimes ayant été commis pour des motifs d'ordre religieux
nationaux et ou ethniques, ciblant les victimes parce qu'elles étaient musulmanes ou arabes et les ayant privées de certains droits fondamentaux, ils constituent des faits de persécution. L'accusation observe à titre préliminaire que la défense de Yekatom tente, au paragraphe 355 à 362 de ses conclusions finales, d'établir un cordon sanitaire entre Yekatom et son groupe d'une part et les anti-Balaka d'autre part, en recourant à une fiction articulée autour d'un sigle abscon, le RFA-CPP. Elle soutient que le groupe de Yekatom, loin de faire partie du mouvement anti-Balaka, était en réalité un petit groupe de FACA qui ne serait intervenu dans l'attaque qu'à la demande du capitaine Grémangou, et que ceux-ci, qui avaient été formés au droit international humanitaire, ont observé le principe de distinction pendant l'attaque. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, cette fiction ne résiste pas à la preuve, notamment celle fournie par nombre de témoins responsables anti-Balaka à cette époque et impliqués dans les préparatifs de l'attaque. Elle ne résiste pas aux données de communication téléphonique au dossier, qui montrent, entre autres, au moins 22 contacts téléphoniques entre un numéro de téléphone attribué à Yekatom et un numéro de téléphone attribué à Mokom, entre le 26 novembre 2013 et le 4 décembre 2013, donc à une grande fréquence dans les quelques jours où la stratégie pour l'attaque a été définie et décidée. Ces contacts entre Yekatom et Mokom sont discutés au paragraphe 546 de nos conclusions finales. Pour être clair, c'est bien en lien direct et indirect avec les responsables anti-Balaka de l'attaque du 5 décembre, dont Mokom, que Yekatom a participé à celle-ci avec son groupe. Comme l'a souligné mon collègue M. Garcia, Yekatom et ses éléments faisaient partie du mouvement anti-Balaka à ce moment-là. S'agissant de l'allégation de la défense, au paragraphe 589 de ses conclusions finales, selon laquelle les éléments du groupe de l'accusé étaient pénétrés des principes du droit international humanitaire et ont observé le principe de distinction entre combattants et civils, elle ne tient pas face à la preuve de leur crime et face aux nombreux enregistrements vidéo de propos tenus par eux suite à l'attaque du 5 décembre, revendiquant leur intention de tuer les musulmans comme tels, de les chasser et admettant en avoir tué. J'y reviendrai. Premièrement, Yekatom est poursuivi pour avoir dirigé intentionnellement une attaque contre la population civile musulmane de Boeing et de Katyn dans le cadre de l'attaque du 5 décembre, un crime de guerre poursuivi sous le chef d'accusation numéro 1. À ce sujet, la Chambre a entendu, au cours du procès, que Yekatom a fait rassembler ces éléments la veille de l'attaque et leur a donné des ordres criminels. En leur communiquant ses instructions pour cette opération, il leur a dit d'attaquer non seulement les Séléka, mais aussi les membres de la population civile musulmane, principalement les hommes. La preuve en question est intrinsèquement crédible et corroborée par des éléments de preuve circonstanciels qui ne laissent place à aucun doute raisonnable. Mon collègue, M. Garcia, a déjà mentionné l'existence d'instructions analogues de Yekatom et de ses lieutenants dans le cadre des entraînements, puis plus tard, alors que le groupe de l'accusé progressait sur l'axe PK9-Mbaiki. Surtout, de nombreux enregistrements vidéo contemporains de l'attaque montrent des chefs du groupe, y compris les adjoints les plus proches de Yekatom et des éléments de base, proclamant ouvertement leur haine violente des musulmans, leur volonté de les chasser, de les tuer, revendiquant en avoir déjà égorgé, sans crainte d'être réprimandés par les chefs présents. Beina, que Yekatom choisira plus tard comme adjoint, menaçait de commettre un génocide. Ces enregistrements montrent non seulement que la volonté d'attaquer la population musulmane était partagée par tous les éléments du groupe, à tous les échelons jusqu'au sommet, mais que de tels sentiments et actes criminels étaient plus loin
encouragée et valorisée par les responsables au sein du groupe. M. Garcia a détaillé le caractère très structuré du groupe de Yekatom et la discipline de fer que celui-ci y faisait régner. Les éléments de Yekatom, y compris ses adjoints, n'auraient évidemment pas tenu de tels propos après l'attaque si l'accusé ne partageait pas et n'encourageait pas de tels sentiments et comportements. Les références de ces vidéos sont citées dans nos conclusions. La vidéo CAR OTP 2065-3172 est particulièrement significative sur ce point. Nous allons la jouer, elle est courte. Je remercie les interprètes de bien vouloir lire en même temps la traduction qui porte le numéro CAR OTP 2118-5654. On doit tuer les Séléka. Veut pas d'Autodia. Il faut qu'il parle. On va tuer les. On va les tuer. Comme il a fait avec nos familles. Il va partir. Amène la tête. Red Kuala Mizara Milado. Malam Fatmi Gotizo Minatamba. Moi je dis centrafricain. Bozézé. KNK. C'est le moment. Quoi na quoi. Les Tati. Il faut qu'il gote musulman. C'est fini. Il s'est quoi dans les gains. Il s'est quoi dans la bimbiri. Moi je sais des sections. Là c'est mon net con. Ok. C'est mon net con. Depuis on a fait presque 3 mois. À 4 mois dans la forêt. On veut seulement. On veut seulement que les Centrafricains soient en paix. Hein? Nous sommes venus nous sommes venus pour intervenir le pays centrafricain, hein? Pour que le peuple centrafricain soit en paix. Ouais, c'est bon. Okay. Moi, c'est Caporal Maïdana Max. Okay. Je suis militaire. On est là, nous ne voulons pas que l'autre là, de Toja reste. On veut que de Toja quitte de Centrafrique. On ne veut pas voir les musulmans. Voilà. On est tous des militaires. C'est pour cela qu'on est là. On se bat pour notre pays. Terminé. Je signale que plusieurs des individus que nous venons de voir, en particulier un homme avec une veste blanche à carreaux ouverte sur un t-shirt marron et lunettes de soleil, visible à la minute 000026, un individu portant un sweat à capuche rouge avec une poche ventrale ouverte, visible également à la minute 000026, et Max Maïdana avec un t-shirt rouge portant l'inscription Run, sont visibles dans une autre séquence vidéo, CAR OTP 2065-3208, en présence de Yekatom, qui s'adresse à eux et à d'autres éléments et leur donne des instructions. Ces 3 individus, parmi ceux que l'accusation a essayé d'identifier sur ces 2 vidéos, apparaissent respectivement aux minutes 000206, 000211 et 000022 de cette seconde vidéo, vêtus exactement de la même manière, visiblement au même endroit, dans la même base, et selon toute apparence, dans la même période de temps. Entre parenthèses, un élément peut être entendu dans la vidéo que nous avons jouée, faire référence à Bozizé et au KNK. Ceci participe de la preuve qu'en cette période contemporaine de l'attaque du 5 décembre, Yekatom et son groupe partageaient effectivement les revendications des autres anti-Balaka impliqués, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel. Une considération juridique, pour finir, sur ce point de la commission par Yekatom du crime visé à l'article 8.2.1 du statut. Au paragraphe 585 de ses conclusions finales, la défense affirme que ce crime ne peut être caractérisé qu'à la condition, je cite, que the primary object of the alleged attack on Boeing and Qatar was the civilian population as a whole, que le premier objet de l'attaque supposée sur Boeing et Qatar visait les populations civiles ou des individus civils qui ne prenaient pas aux hostilités, part aux hostilités. La défense, à cet égard, s'appuie sur une jurisprudence qui ne soutient pas son argument.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, j'aborde à présent la commission du meurtre d'au moins 8 civils musulmans par le groupe de Yekatom à Boeing et à Katyn dans le cadre de l'attaque du 5 décembre 2013, crime poursuivi sous les chefs d'accusation 2 et 3. Tout d'abord, la preuve démontre, au-delà de tout doute raisonnable, que les éléments de Yekatom ont tué délibérément au moins 7 commerçants musulmans au marché de Boeing qui ne prenaient pas directement part aux hostilités. Le jour de l'attaque, aux alentours de 6 heures du matin, Yekatom et au moins 600 des éléments de son groupe se sont positionnés devant les boutiques de ces commerçants. Alors que ces derniers y passaient la nuit afin de protéger leurs marchandises, inquiets en raison de la situation tendue dans la capitale, Yekatom a lancé le signal de l'assaut en tirant en l'air et ces éléments ont fait feu. Certains des commerçants qui disposaient d'armes pour leur protection ont tenté de se défendre en état de légitime défense, mais ils ont été abattus. Des commerçants musulmans ont été blessés par balles, un certain nombre est parvenu à prendre la fuite. Ainsi que détaillé dans nos conclusions finales, les circonstances de fait étaient claires quant au fait que ces victimes étaient effectivement des commerçants et ne prenaient pas directement part aux hostilités. Yekatom le savait, puisqu'il était lui-même sur place, qu'il a lancé l'attaque de ces commerçants, laquelle, entre parenthèses, à elle seule, caractérise le crime visé à l'article 8.2.1 du statut, et qu'il y a participé. Dans ses écritures, au paragraphe 387 à 393, la défense développe des arguments multiples, je les traite rapidement ici. Premièrement, contrairement à ce que la défense allègue, au paragraphe 387 de ses conclusions finales, le fait que Yekatom et ses éléments ont attaqué le marché est prouvé au-delà de tout doute raisonnable sur la base du témoignage des témoins qui ont relaté cet incident, mais aussi de celui de responsables anti-Balaka qui ont déposé sur la stratégie adoptée pour l'attaque du 5 décembre, et le fait que Yekatom et son groupe étaient en charge d'attaquer via Boeing. Le fait que d'autres anti-Balaka ont pu se baser à Boeing par la suite n'y change rien. Yekatom et son groupe se sont d'ailleurs basés à l'école Yamwara à partir du 5 décembre, située dans le même secteur. Une vidéo enregistrée sous le numéro CAROTP 2065-4500 confirme que le groupe de Yekatom a pris le contrôle de la zone du marché dans le cadre de l'attaque et à valeur de preuves circonstancielles. Elle montre Yekatom au téléphone, plus tard, après l'attaque, expliquer en faisant clairement référence à des éléments Seleka, je le cite, qu'ils sont venus avec leur tenue, ils sont dans leur base et ils sont venus jusqu'au niveau même du marché de Boeing aussi. Donc nous nous sommes repliés un peu. La transcription de cette vidéo porte le numéro CAR des 29 0006 1335. Deuxièmement, la défense de Yekatom formule des arguments qui ne peuvent convaincre pour soutenir que les victimes étaient des Seleka ou prenaient directement part aux hostilités. Au paragraphe 391 de ses conclusions finales, elle note, je cite, que « In this regard, the chamber will... » À cet égard, la Chambre se souviendra des témoignages de plusieurs résidents quant à leur utilisation et possession d'armes à feu, leur appartenance au Seleka et l'aide matérielle prêtée au Seleka. Auquel il est fait renvoi, que l'on trouve référencé au paragraphe 394, note de bas de page 1303 à 1306, cette multiplicité de témoins se limite en réalité à 2 témoins uniquement, P0884 et D29 4011, dont le témoignage sur ce point est dépourvu de force probante. P0884 relate du oui-dire et confond apparemment Hassan avec Bichara. Les déclarations de D29 4011, qui n'a pas pu déposer sous le contrôle de la Chambre et être contre-interrogé, sont dénuées de crédibilité. De son propre aveu, ce témoin ne pouvait plus se déplacer au marché depuis une date indéterminée en 2013 en raison de problèmes de santé. Et D29 4011 ne donne aucun détail
quant à ses sources de connaissances. Sur ce point, généralement, je signale à la Chambre l'intérêt de considération développé au transcrit 154, page 50, lignes 15 à 19, et page 51, lignes 8 à 13. L'accusation s'étonne que la défense s'appuie sur ces deux témoins, dont la crédibilité sur ce point est bancale, plutôt que sur son propre témoin, D29-4013, qui résidait à proximité du marché et qui a indiqué qu'il s'y rendait fréquemment. Cette précision figure au transcrit T277, page 8, ligne 2. D29-4013 a affirmé que si les commerçants musulmans recevaient la visite de personnes parlant arabe, rien n'indiquait qu'ils étaient des sélékas. Je renvoie au transcrit 277, page 19, lignes 4 à 24. Si des sélékas avaient été basés au marché, ou si Hassan ou d'autres commerçants avaient été des sélékas, D29-4013 l'aurait dit. La défense ne s'est d'ailleurs pas risquée à lui poser la question en interrogatoire principal dans le cadre de questions ouvertes. Enfin, au paragraphe 391 de ses conclusions, la défense avance encore, en faisant référence à un témoin, que Yekatom a pu vouloir attaquer d'abord les commerçants musulmans du marché pour prévenir que ces éléments risquent ensuite d'être attaqués à revers dans leur progression en direction du PK5. Cette ligne de défense ne peut pas non plus convaincre. Premièrement, cet argument est purement conjectural. Ensuite, dans tous les cas, le fait que certains commerçants musulmans disposaient d'armes pour la protection n'en faisait pas des cibles militaires légitimes au regard du droit des conflits armés. En réalité, Yekatom, qui partageait la même haine des musulmans que les membres de son groupe, et avait déjà donné des consignes générales d'attaquer la population civile musulmane la veille, ne s'est pas encombré du principe de distinction. Ces commerçants étaient musulmans, cela lui a suffi pour prendre la décision de les éliminer. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, après avoir attaqué le marché, Yekatom et une partie de ses éléments ont poursuivi leur attaque à Catin. La preuve démontre, au-delà de tout doute raisonnable, que des membres du groupe y ont tué au moins un civil musulman, ne prenant pas directement part aux hostilités, en exécution des ordres criminels que Yekatom avait donnés la veille de l'attaque. P1528 a témoigné qu'alors qu'il était chez lui à Catin, il a entendu crier « c'est un arabe » et quelqu'un appelait à l'aide. En regardant par un trou dans le mur de sa concession, après que les cris ont cessé, poussé par la curiosité ou plus vraisemblablement par la peur, pour voir ce qui se passait, on peut logiquement le concevoir, il a vu 4 individus qu'il a identifiés comme des anti-balaka, portant des gris-gris, des brassards au bras, l'un d'eux armé d'une kalachnikov et les 3 autres de machettes. Devant la Chambre, ce témoin a précisé avoir vu des membres de la population à proximité de ces anti-balaka, les encourageant à tuer des musulmans. Il a vu le corps de la victime plus tard le même jour, alors qu'il quittait son domicile en voiture. Celle-ci gisait dans son sang. Cette preuve est crédible. Le témoignage de P1528 est cohérent, d'autant plus qu'il est corroboré généralement par la preuve au dossier, qui montre que les membres du groupe de Yekatom voulaient effectivement tuer des musulmans comme tels dans la période de l'attaque, et que Yekatom et une partie de ses éléments étaient effectivement dans le secteur de Catin le 5 décembre au matin, comme il ressort d'ailleurs d'une conversation vidéo enregistrée impliquant l'accusé et Keapex. Pour les références de la Chambre, il s'agit du document CAR OTP 2065 0726.
Le fait que la victime était un civil ne prenant pas directement part aux hostilités ressort clairement des faits, tels que relatés par P1528, qui a rapporté avoir entendu crier « c'est un arabe » et donc pas « c'est un Séléka », et la population encouragée au meurtre de musulmans. Par ailleurs, P1528 n'a pas relaté avoir entendu de tir. Il a plutôt affirmé que les anti-Balaka ont roué la victime de coups et l'ont tuée. Ceci figure au paragraphe 31 de sa déclaration, car OTP 2048 0757 0762, et au transcrit français 178, page 29, lignes 14 à 15. Cela tend à montrer que celle-ci n'avait pas d'arme à feu. Concernant ce meurtre, la défense oppose des arguments qui sont insusceptibles de convaincre. Notamment, elle affirme au paragraphe 384 de ses conclusions finales et à la note de bas de page 1279 que les 4 individus identifiés par P1528 ne peuvent pas être des membres du groupe de Yekatom parce que 3 d'entre eux portaient des machettes et que Yekatom, interviewé quelques jours après l'attaque, a déclaré, je cite, « Nous, on n'est pas des anti-Balaka, hein ? Voyons, ici tu n'as pas vu quelqu'un avec des machettes. » La Chambre se référera aux multiples témoignages et éléments de preuves documentaires établissant que la majorité des membres du groupe de Yekatom étaient des civils et ne possédaient pas d'armes à feu. La vidéo CAR OTP 2065-3172, que j'ai fait jouer plus tôt, montre des éléments du groupe de l'accusé avec des machettes. Je passe maintenant à l'attaque de la mosquée de Boeing, poursuivie sous le chef d'accusation numéro 6. La preuve démontre au-delà de tout doute raisonnable que le 5 décembre 2013, aux premières heures du matin, certains éléments du groupe de Yekatom ont attaqué la seule mosquée de Boeing, appelée mosquée Nour al-Yaghin, tirant une roquette sur le bâtiment et tentant d'y mettre le feu avec un peu de pétrole, l'endommageant partiellement. Des membres de la population civile ont poursuivi sa destruction, enlevé sa toiture et les briques dont les murs étaient faits pour les réemployer à des fins de construction. La preuve établit que cette attaque de la mosquée a été perpétrée en exécution d'ordres généraux donnés la veille par Yekatom et que l'individu qui a tiré la roquette ne l'aurait pas fait sans un ordre en ce sens de la part de l'accusé. Avec votre permission, Monsieur le Président, je souhaiterais que nous passions à huis clos partiel pour un peu plus de 5 minutes pour discuter certains aspects de la preuve que je ne peux pas évidemment traiter en public. Juge président, huis clos partiel, même si je l'ai déjà dit, je n'aime pas trop qu'on aille à huis clos. Alors, vous savez, si vous ne mentionnez rien d'identifiant, on peut aussi faire ça en audience publique. Président, quoi qu'il en soit, mentionnez les références pour qu'elles figurent au dossier. Comment dire, on ne peut pas se référer sans cesse aux mémoires écrites, etc. Parce que pour le public, pour après la défense également dans son travail, c'est un peu plus lourd, quoi. Alors, c'est pas une critique, mais vous donnez les 8 chiffres, et puis ensuite on a encore la traduction, 8 chiffres supplémentaires. Je crois pas que ce soit nécessaire. Nous savons ce qu'il y a au dossier. Et nous partons du principe, justement, je suppose, que ça apparaît également dans votre mémoire de conclusion. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, contrairement à ce que la défense soutient dans ses conclusions finales, le témoignage du témoin pertinent sur ces événements est crédible et cohérent. La défense en fait une lecture tantôt erronée, tantôt biaisée. Premièrement, l'argument de la défense, au paragraphe 363 à 365 de ses conclusions finales, qui oppose le témoignage de ce témoin et de P2475, ne peut convaincre. Le fait que 2 témoins puissent avoir une version divergente de mêmes événements n'affecte pas ipso facto
la crédibilité de chacun d'eux. Pour être clair, l'accusation ne s'appuie pas sur P2475. Ensuite, le témoignage en question est crédible. Comme développé au paragraphe 589 de nos conclusions, le fait que le témoin en question faisait partie du groupe de l'accusé ne fait pas de doute. Les informations qu'il a données, y compris quant à l'attaque de Bangui, et notamment l'utilisation de roquettes par un certain individu pour attaquer la mosquée, sont corroborées par la preuve testimoniale et documentaire. La nature de l'attaque du marché et de la mosquée, telle que ce témoin les a décrites, est pleinement cohérente avec la conduite de Yekatom et de son groupe pendant la période pertinente, telle que rapportée par les témoins qui faisaient partie du groupe, par des témoins qui ont été victimes des exactions du groupe, et telle qu'elle ressort, notamment, des vidéos de propos anti-musulmans de membres du groupe. Deuxièmement, la défense allègue des contradictions intrinsèques dans ce témoignage quant aux circonstances de l'attaque de la mosquée qui n'existent pas. D'abord, elle soutient au paragraphe 413 de ses écritures, je cite, que during his testimony, this individual stated that... Au cours de sa déposition, cette personne a dit que les éléments RFA-CPP n'étaient pas impliqués dans la destruction de la mosquée. Mais cette allégation est incorrecte. La défense réfère au transcrit 152, page 71, ligne 23, à page 72, ligne 2, notant que le témoin aurait déclaré en sango « Afa à mosquée », qui, selon elle, exclut la personne qui parle, et que l'interprétation en français « on a détruit la mosquée » devrait être entendue de la même manière. Mais nulle part dans son témoignage, cet individu n'a dit avoir physiquement lui-même attaqué la mosquée, mais avoir été avec des éléments qui l'ont attaqué et endommagé en partie. Il n'y a donc pas de contradiction. Ensuite, la défense tente d'exploiter, au paragraphe 413 de ses conclusions, une confusion entre, premièrement, l'attaque initiale de la mosquée, dont ce témoin a expliqué qu'elle a été le fait d'éléments du groupe de Yekatom, et deux, la destruction subséquente de la mosquée par la population. Le témoignage en question est intrinsèquement cohérent. Dès le début, ce témoin a insisté sur le fait que la mosquée a été attaquée et partiellement endommagée par les anti-Balaka, mais qu'elle a été ensuite détruite, c'est-à-dire démantelée, démolie, par la population de manière opportuniste. Ce témoin a d'ailleurs indiqué avoir été surpris, alors que lui et d'autres éléments se repliaient le 5 décembre, de voir que la population avait commencé à détruire le bâtiment, à le démolir. Cette destruction progressive de la mosquée par la population, sur plusieurs jours, est corroborée par des témoins à charge, comme de la défense, ainsi qu'exposée au paragraphe 592 de nos conclusions finales. Cette précision faite par le témoin en question atteste de sa crédibilité. Deux derniers points brièvement, s'agissant de l'attaque de la mosquée de Boeing. Tout d'abord, au paragraphe 415 de ses conclusions, la défense distord le témoignage du témoin expert P2193, qui, en analysant une image satellite du 8 décembre 2013 montrant la mosquée, a noté, je cite la défense, « that the abundant vegetation and trees around the mosque did not... » Les arbres autour de la mosquée, tout comme dans d'autres zones, il y avait des morceaux d'herbe brûlée. Pertinent, il n'en est rien. Elle oublie de signaler que P2193 a expliqué cela par le fait que, je cite, c'est un environnement humide. Un bâtiment brûlerait plus facilement qu'un arbre mouillé. Enfin, la défense mentionne que D29-4011 et D29-4013 ont indiqué n'avoir pas vu de traces de brûlés sur la mosquée lorsqu'ils ont vu des membres de la population en prélever des tôles. Je rappelle que P2193 a confirmé des traces de dégâts par le feu à partir des images satellites analysées. Ensuite, le fait que ces témoins n'aient pas vu de traces de brûlés n'affecte pas la crédibilité de la preuve, puisque, comme rapporté par P1339, la population a commencé à détruire la mosquée dès le jour de l'attaque,
et qu'il est apparent que dès 29-4011 et dès 29-4013 n'ont vu des membres de la population en enlever des tôles que plus tard, alors que cette destruction se poursuivait, comme expliqué au paragraphe 591 de nos conclusions finales. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je progresse à présent pour traiter des crimes de déportation et transfert forcés et de déplacement forcé poursuivis sous les chefs d'accusation 4 et 5. La preuve établit au-delà de tout doute raisonnable que les violences perpétrées par le groupe de Yekatom le 5 décembre 2013, puis par la suite, alors qu'il était basé à l'école Yamwara à Boeing, ont forcé les membres de la population civile musulmane à fuir en masse, notamment pour le quartier musulman du PK5. Ils s'y sont retrouvés avec un grand nombre d'autres déplacés musulmans de Bangui et venus des provinces, de localités où les anti-Balaka attaquaient aussi la population musulmane. Ils y ont vécu dans des conditions d'insalubrité et de promiscuité effroyables, alors que le PK5 était enclavé par les anti-Balaka et qu'en sortir équivalait à risquer d'être tué. Nombre d'entre eux ont ensuite été convoyés sous escorte militaire vers le nord du pays ou dans des pays voisins, dont le Tchad et le Cameroun. La défense avance que la fuite de la population civile musulmane de Boeing et de Catin a pu être consécutive aux violences de la Séléka ou de la population chrétienne, plutôt que d'être attribuable aux actes des anti-Balaka. Ces arguments ne résistent pas à la preuve. Premièrement, les témoins pertinents, dont D29-5014, ont lié le départ de cette population aux exactions des anti-Balaka dans le secteur le 5 décembre. Il ressort de la preuve que les meurtres, notamment des commerçants musulmans du marché, ont rapidement été connus et ont terrorisé la population musulmane, comme en ont notamment fait état P2682, P1528 et D29-5014. Enfin et surtout, les éléments de Yekatom voulaient attaquer les musulmans, les tuer et les chasser, comme le montrent les nombreuses vidéos contemporaines de l'attaque citées dans nos conclusions. C'est ce qu'ils ont effectivement fait, le 5 décembre, en exécution des ordres criminels de Yekatom par les crimes qu'ils ont commis. Face à cette déferlante des plus de 1500 éléments de Yekatom à Boeing, où ceux-ci se sont basés et ont poursuivi leurs exactions, aucun civil musulman ne pouvait choisir de rester dans le secteur sans exposer sa vie et celle de ses proches. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je conclus en soulignant le caractère évidemment persécutoire des crimes poursuivis. Ils ont été commis contre leurs victimes parce que celles-ci étaient musulmanes ou arabes, pour des motifs donc d'ordre religieux, national ou ethnique. À ce sujet, je me borne à renvoyer à nos conclusions. Je cède la parole à ma collègue Sylvie Wakshom, qui va traiter des crimes commis par les anti-Balaka à Bossangoa, à compter de leur attaque de cette ville, le 5 décembre 2013. Thank you. Président, merci. La parole à présent à Madame Wakshom. Et puisque nous avons commencé 10 minutes plus tard, aujourd'hui, je crois, Madame Wakshom, que vous pourrez poursuivre, 15-20 minutes à partir de maintenant, maximum. Comme ça, on finira pour aujourd'hui. Madame Wakshom, merci beaucoup, Monsieur le Président. Président, disons 4 ans moins le quart. Madame Wakshom, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je vais faire ma présentation sur la charge relative à l'attaque du 5 décembre sur Bossangoa, les chefs 30 à 35 et 37 à 42 en particulier. La preuve établit au-delà de tout doute raisonnable que, dans l'après-midi du 5 décembre 2013, un groupe de combattants anti-Balaka, formés et entraînés à Gobéré, ont attaqué la population civile musulmane de Bossangoa, tuant au moins 18 civils. Et le moment n'était pas une coïncidence. Comme l'a expliqué mon collègue, il a été planifié avec attention et coordonné par Mokom depuis Songo pour suivre l'attaque du matin sur Bangui ce jour-là.
Les preuves que vous avez, Madame, Messieurs de la Chambre, montrent que la population... L'attaque de Bossangoa du 5 décembre contre les civils était intentionnée. 18 musulmans civils ont été tués, 3 femmes. Aucun d'entre eux n'ayant pris aux hostilités directement. Du fait de leur fonction dans la communauté musulmane à Bossangoa, P2200 et P2049 ont été en mesure de voir des cadavres, les identifier et participer à leur enterrement. Ils ont même fourni le nom de certaines victimes dont ils pouvaient se souvenir. Vous aurez vu, messieurs les juges, la photographie des victimes musulmanes de l'attaque du 5 décembre sur Bossangoa, telle que nous les a fournies P2049. Elle montre plusieurs corps, tous vêtus d'habits civils et couverts de draps. Parmi les 18 victimes de l'attaque, 4 étaient membres d'une famille musulmane qui ont été tués alors qu'ils essayaient de se réfugier dans la maison de l'imam. Les preuves dont vous disposez, messieurs les juges, montrent que l'attaque sur Bossangoa, lors de cette attaque, les anti-Balaka ont tiré sur Kajia Ajao, Abdel Abakadar et son jeune frère Ataï. Et ils ont également coupé la gorge de Koursi Mahamad, connu également sous le nom d'Abdel Rahim. Vous avez entendu cela de P2462 et P2657 qui ont été les témoins de l'attaque. Ils ont entendu des tirs tirés par les anti-Balaka et vu les corps morts de ces 4 membres de la même famille. 3 témoins supplémentaires ont corroboré l'identité des 4 victimes. Ousmane Abakar et sa mère, tous deux faisant partie d'une famille Peul, se trouvaient également parmi les 18 victimes de l'attaque des anti-Balaka. Vous avez entendu P1577 nous dire qu'il avait vu les victimes quelques instants avant qu'elles soient tuées, qu'Abakar a été blessé d'attaques anti-Balaka antérieures et que pour cette raison, il ne pouvait pas fuir avec les autres vers l'école de la liberté. P1577 a entendu lui dire des survivants de l'attaque que les anti-Balaka avaient tué Abakar et sa maman, qui étaient restés à la maison de l'imam pour prendre soin de son fils blessé. Les deux ont eu la gorge tranchée. Une autre victime de l'attaque du 5 décembre, c'est un chauffeur de taxi musulman connu comme C17. Il a été tué à l'école de la liberté. Vous avez entendu P2453, qui a été le témoin de l'attaque, nous décrire comment les anti-Balaka se sont rapprochés très près de l'école, ont tiré en sa direction et ont tué C17 et un agent de maintien de la paix. P2453 voit son témoignage corroboré par P2049 et P1577. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, le fait qu'aucune de ces 18 victimes n'ait pris part dans aucun acte de guerre est irréfutable et s'appuie sur des éléments fiables et crédibles au dossier. Monsieur le Président, vous vous souviendrez de la déposition de P2453, selon laquelle beaucoup d'entre eux avaient été trouvés morts dans la maison de l'imam parce qu'ils n'avaient pas réussi à fuir l'école de la liberté à temps. Vous avez également entendu P2453, P2462, P2657, disant que les 4 membres de la famille locale ne possédaient pas d'armes, qu'ils n'étaient pas engagés dans les combats au moment de leur mort et qu'aucun d'entre eux n'était associé au Séléka. En fait, les 4 victimes ont pris la fuite lorsque les anti-Balaka les ont poursuivis et tués. Le récit alternatif de la défense au sujet de Koursi Abdel Rahim et portant des armes et armant les gens avant le 5 décembre ne saurait jeter le doute raisonnable.
Le récit de la défense est fondé sur une affirmation non corroborée du témoin de la défense D30 44 96 qui ne saurait remettre en cause la déposition de nombreux témoins de l'accusation selon lesquels Abdelrahim est mort lors de l'attaque le 5 décembre 2013 et était sans arme au moment de sa mort. Abakar, étant donné ses blessures, ou sa mère non plus, n'était pas engagé dans les combats lorsqu'ils ont été tués. En fait, il n'y a aucun élément de preuve montrant que la famille Peul appartenait à un groupe armé. C'est 17 non plus qui avaient trouvé refuge à l'école de la liberté lorsque les anti-Balaka l'ont tué. La suggestion de la défense selon laquelle ces 17 combattait aux côtés des Séléka lorsqu'il a été tué n'est pas non plus étayée par les éléments de preuve dans le dossier. Monsieur le Président, que certains musulmans de Bossangoa aient rejoint les rangs des Séléka ne fait pas des musulmans de Bossangoa des cibles légitimes comme le suggère la défense. En outre, l'affirmation générale selon laquelle les musulmans de Bossangoa étaient armés avant le 5 décembre 2013, ceci n'a aucune influence sur leur statut de civil, le statut de civil des 18 victimes environ. De toute façon, de telles affirmations dérivent simplement d'anecdotes et de rumeurs et manquent de spécificité. Les éléments de preuve montrent que les anti-Balaka qui ont perpétré ces meurtres étaient au courant du statut civil des victimes. Vous avez entendu de la part de témoins directs que les victimes civiles étaient objectivement identifiables en tant que civils, justement. Et ceci de la part de tous les observateurs. Ils portaient des vêtements civils, ils n'étaient pas armés. Certains étaient blessés et d'autres cherchaient refuge. Aucun d'entre eux ne représentait un risque visible pour les agresseurs. L'intention des anti-Balaka d'attaquer la population civile à Bossangoa le 5 décembre 2013 est également établie par les éléments de preuve. Le principal objectif de ce groupe était de chasser tous les musulmans de Ouam et également de chasser tous les anti-Balaka. Je cite là un extrait. P. 0287 a également indiqué que l'objectif principal de ce groupe était effectivement de chasser tous les musulmans de Ouam et de n'en laisser aucun en vie. P2269 a confirmé également, et je cite, « Nous ne faisions pas de différence entre les civils musulmans ou les Séléka. Ils étaient tous pareils. Ça n'avait pas d'importance que ce soit des enfants, des femmes ou des personnes âgées. C'était tous des Séléka. » Fin de citation. Contrairement aux affirmations sans fondement de la défense, l'attaque des anti-Balaka sur les civils musulmans à Bossangoa n'était pas justifiée par aucun objectif militaire légitime. Bien que des témoins directs tels que P2251 et P0966 le prétendent, les instructions reçues par les éléments anti-Balaka consistaient à ne pas faire de mal aux civils musulmans qui n'étaient pas associés avec les Séléka. En réalité, leur déposition démontre que, dans les faits, les anti-Balaka ne faisaient pas de distinction entre les civils et les combattants. Vous avez entendu P2251 dire que selon lui, la grande majorité des musulmans étaient bien associés aux Séléka. À son avis, et je cite, peut-être 3, 4 ou 5 musulmans dans chaque ville n'étaient peut-être pas associés aux Séléka. Fin de citation. De la même façon, P0966 déclare qu'à Bossangoa, et je cite, tous ceux qui étaient musulmans étaient Séléka. Fin de citation.
Il ajoute également que tout homme musulman trouvé dans une maison qu'il n'avait pas fui était bien un séléka. Monsieur le Président, l'accusation a établi, au-delà de toute doute raisonnable, que les éléments anti-Balaka ont violé également au moins 2 femmes musulmanes à Bossangoa au cours de leur attaque. Les éléments de preuve au sujet de ces viols sont crédibles et fiables. Dans un cas, 5 par la victime des auteurs comme étant anti-Balaka est convaincante. Ils étaient Gbaya et parlaient Sango. Ils étaient armés, ils portaient des gris-gris et des couvre-chefs rouges et ils avaient été présents lors d'une offensive anti-Balaka importante. Ces 2 viols sont les seuls spécifiés dans cette affaire. Cependant, les éléments de preuve montrent que la violence sexuelle était symptomatique de l'attaque plus large des anti-Balaka menée sur les villes et villages en RCA occidentale. Les anti-Balaka violaient les musulmans en représailles des crimes des Séléka. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, les éléments de preuve montrent également, au-delà de tout doute raisonnable, qu'à Bossangoa, les anti-Balaka pillaient, détruisaient des biens et attaquaient des objets protégés. Au cours de l'attaque, les maisons des musulmans étaient systématiquement incendiées ou détruites d'autres manières, en particulier dans les quartiers à prédominance musulmane de Boro, Arabé et Fulbé. Lors de la première semaine après l'attaque, les anti-Balaka ont démantelé et détruit plusieurs mosquées, y compris la mosquée centrale de Bossangoa. Et à la fin de janvier 2014, ils avaient détruit environ 1500 propriétés musulmanes. Monsieur le Président, les éléments de preuve montrent en outre que l'attaque du 5 décembre 2013 des anti-Balaka contre Bossangoa a provoqué un déplacement massif de la population musulmane vers l'école de la liberté. Il y avait environ 7000 musulmans déplacés à l'école après l'attaque du 5 décembre. Au moins 4 témoins de l'accusation ont attesté que pendant l'attaque, les musulmans avaient pris la fuite pour protéger leur vie, étant donné que les anti-Balaka tiraient de tous côtés. En outre, les conditions de vie à l'école de la liberté étaient tellement difficiles que personne n'aurait choisi délibérément de s'y trouver. P2462, P2453, P2652, P2658, dans leur déposition, montrent qu'après le 5 décembre 2013, beaucoup de personnes étaient contraintes de dormir à l'extérieur du bâtiment de l'école car il n'y avait plus de place. La déposition de ces témoins est corroborée et confirmée par l'image satellite et les photographies. La photographie sur votre écran, ou les photographies sur votre écran, ont été prises à l'école de la Liberté le 9 décembre 2013, quelques jours après l'attaque et le déplacement massif de la population musulmane de l'école. Comme vous le voyez, les conditions n'étaient pas faciles pour les musulmans à l'intérieur de l'école.
Contrairement aux arguments de la défense, il était impossible pour les musulmans déplacés de quitter l'école à cause de la menace d'attaque anti-Balaka. Les dépositions de P24-62, P20-49 et P24-53 montrent que cette menace était bien réelle et qu'il était dangereux de quitter l'école sans escorte militaire. D'après P2200, et je cite en français, la situation pour les musulmans de Bossangoa à ce moment-là, c'était comme être en prison. Nous étions cernés par les anti-Balaka de tous les côtés. Ils avaient établi leur position à plusieurs endroits de la ville, de façon à ce qu'on n'ose pas sortir du camp. Une chrétienne de mon quartier est venue nous prévenir de ne pas sortir, car les anti-Balaka menaient une vraie chasse aux musulmans. End of quote. Fin de citation. P2200 et sa déposition est corroborée par d'autres dépositions de la même époque, y compris une vidéo que je vais montrer maintenant. Elle montre la situation épouvantable des musulmans à Bossangoa après l'attaque du 5 décembre 2013 par les anti-Balaka. Machete in the local Sango language. A few hundred meters from the Christian camp, 7,000 displaced Muslim refugees are living here in a camp set up on the site of a school. They have weapons. I've seen that for myself, she says. They came from the church and they broke everything. They stole everything from my house. The Central African Republic's Muslims and Christians used to live here, together, in relative harmony. Now they've fled for their lives. Monsieur le Président, la population civile, finalement, n'avait pas d'autre choix que de prendre la fuite vers le Tchad. En avril 2014, la totalité de la population musulmane, ou presque, de Bossangoa avait été effectivement exclue. Victimes de menaces et sans maison, ils prenaient la fuite essentiellement vers le Tchad. Le retrait de la population musulmane était une conséquence directe de l'attaque soutenue des anti-Balaka. C'était même leur objectif principal. Plusieurs témoignages, P2049, P2200, P2453, P2642, P2657, font des récits crédibles, fiables et cohérents des événements durant l'attaque et après. Toute incohérence dans les récits des témoins peuvent s'expliquer et dans la plupart des cas concernent des questions mineures qui n'affectent pas la crédibilité générale de leur déposition. Ceci conclut ma présentation sur l'incident de Bossangoa. Je reviendrai sur cette présentation. Je vais donner maintenant la parole à ma collègue, Madame Prataban. Le Président, nous nous retrouverons demain à 9h30 pour la suite de votre intervention. Je sais pas.